Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le titre vidéo, on va traiter l'exercice 9 de la série 4 et on va essayer de faire au moins une partie de l'exercice 10. Bon, avant de commencer, regardons les rappels suivants. Rappel 1. Fois x, i, j indexé par le produit x fois j, une famille dans R bar. Alors on a sup, la borne supérieure de la famille x, i, j égale sup sur i appartient à i, de sup sur j appartient à j de x, i, j, égale sup sur j appartient à j, de sup sur i appartient à i de x, i, j. Donc on peut permuter les deux bornes supérieures. C'est pas difficile à établir. Bon, de toute façon, c'est un résultat de cours du chapitre 1. Bon, pour le démontrer, il suffit d'appliquer la définition de la borne supérieure. Okay. De toute façon, on rappelle 2. Maintenant, xnm, une famille dans R bar plus, indexée par m carré, ce qu'on appelle une suite double positive, double à double indice, n et m, deux indices, n et m, des entiers bien sûr. Suite double positive, c'est-à-dire à valeur dans R bar plus. Alors on a sigma de n égale 0 à plus infini de sigma de m égale 0 à plus infini xnm égale sigma de n de m égale 0 à plus infini de sigma de n égale 0 à plus infini de xnm. C'est-à-dire qu'on peut permuter les deux sommes ici, les deux sommes infinies bien sûr. Deux sommes dénombrables, bien sûr, parce que c'est sigma sur n appartient à n, sigma sur m appartient à n ici. Donc on peut les permuter lorsque xnm est à valeur positive, à valeur dans R bar plus. Si xnm est à valeur dans R bar, ou même dans R ou dans C, il faut des conditions supplémentaires. Ce n'est pas vrai dans le cas d'une suite double quelconque. Bon, pour la démonstration de ce résultat, c'est un résultat que vous avez le droit d'appliquer, même à l'examen. On TD à l'examen. Voilà sa démonstration. Vous pouvez le considérer comme un résultat de cours. Hein. Donc, sigma de n égale 0 à plus infini de sigma de m égale 0 à plus infini de xnm. Bon, cette somme-là, c'est la limite des sommes partielles. Donc, c'est la limite de sigma de n égale 0 à p hein, de cette somme. OK. Mais cette somme-là, c'est une somme d'une série. Donc, c'est la limite des sommes partielles. Donc, c'est la limite quand q tend vers plus infini de sigma de m égale 0 à q. Donc, on obtient ceci, limite quand p tend vers plus infini de sigma de n égale 0 à p, de la limite quand q tend vers plus infini de la somme de m égale 0 à q, x, n, m, d'après la définition de la somme d'une série à terme positif. Donc, ouais, regardez ici, pour p donné fixé, là, vous obtenez une somme finie de limites. Et on sait, et c'est bien défini parce que les suites ici sont à terme positif. Donc, la somme de limites, c'est la limite de la somme. Parce que tout est positif. On ne craint pas la forme plus infini moins l'infini ici. OK? Donc, la somme des limites, c'est la limite des sommes. Donc, je peux permuter la limite ici et la somme parce que la somme est finie ici. C'est une somme finie pour P fixé, bien sûr. Donc, la limite quand P tend vers plus infini. Donc, je peux permuter la limite, cette limite et cette somme. Donc, j'obtiens ceci. OK? Car c'est la somme finie de limite de suite positive. Bon? Donc, c'est la limite. Or, revenons ici. La limite de somme partielle, puisque les séries sont à terme positif, alors c'est en fait une borne supérieure. La limite des sommes partielles, c'est la borne supérieure de ces sommes-là. Donc là, c'est sup sur P supérieur égal à 1. Et là, c'est sup sur Q supérieur égal à 1. Donc là, vous avez sup sur P supérieur égal à 1, sup sur Q supérieur ou égal à 1. Et d'après le premier rappel, on peut permuter la borne supérieure et la borne supérieure. Donc on obtient sup sur Q supérieur égal à 1 de sup sur P supérieur égal à 1. C'est-à-dire la limite quand Q tend vers plus infini de la limite quand P tend vers plus l'infini. Bon, bien sûr, ici, la limite, c'est la somme parce que les sommes partielles sont croissantes. Donc la limite, c'est la borne supérieure. OK. Donc, on peut permuter les deux limites grâce à ça, parce que les limites ici sont des bornes supérieures et on peut toujours permuter les bornes supérieures, sans problème. Donc, c'est la limite quand Q tend vers plus infini, la limite quand P tend vers plus infini, ici. Or, ces deux sommes-là sont finies, donc on peut les permuter aussi, okay, parce qu'elles sont finies. Hein, le problème se pose lorsque les sommes sont infinies, ou bien lorsque au moins l'une des deux sommes est infinie, ce qu'on est en train d'établir. Okay, mais lorsque les sommes sont finies, bon, bien sûr, c'est la commutativité, c'est l'associativité de l'addition. OK? La commutativité et l'associativité de l'addition. Donc, on peut permuter les limites parce que ce sont des bornes supérieures. On peut permuter ces deux sommes-là parce que ce sont des sommes finies. Voilà, c'est expliqué ici. Donc, on obtient ceci.
Donc là aussi, on obtient une limite pour Q fixé. On obtient la limite d'une somme finie. Hein, et tout est positif. Donc la limite de la somme finie, c'est la somme des limites. Donc je peux permuter cette somme-là et cette limite, parce que c'est la limite d'une somme finie. Donc la limite de la somme, c'est la somme des limites. Bon, lorsque les limites et les sommes des limites sont bien définies, bien sûr, tout est bien défini parce que tout est positif. Donc je peux permuter cette somme et cette limite. Ce que j'ai fait ici, donc c'est la limite de sigma de n égale 0 à q, de la limite de sigma de n égale 0 à p de xnm. Mais cette limite, c'est sigma de n égale 0 à l'infini. Et cette limite, c'est sigma de m égale 0 à l'infini. Donc on obtient sigma de m égale 0 à plus l'infini, de sigma de n égale 0 à plus l'infini, ce qui achève la démonstration de ce résultat. On va passer à la série 4. Je reviens à l'exercice 9 de la série 4. Voilà l'énoncé. Soit E, B, un espace mesurable, et F de E vers R, une fonction mesurable. On munit R de s'attribut borélien BR. OK. Soit l'application mu égale sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n carré delta xn. Où delta xn, bien sûr, c'est la mesure de Dirac au point, c'est la masse de Dirac au point xn. Où xn est une suite dans E, suite quelconque, dans E. Donc là, vous avez une somme infinie, bien sûr, hein, de mesures positives. OK? Positive bornée. Delta xn, elle est inférieure à 1. Voilà. Montrer que mu est une mesure positive bornée sur B. Cette famille-là, sur B est une tribu définie sur E, bien sûr. Donc, montrons que mu est une mesure positive sur B. Alors, bon, d'abord, vous avez mu de vide égale le vide, et égale 0, bien sûr, parce que c'est la somme de 0. Delta xn est une mesure positive, donc delta xn de vide, c'est 0. Donc, on obtient 0. Et mu est borné, parce que mu de E, regardez, mu de E, c'est la somme de n égale 0 à plus infini 1 sur n carré de delta xn de E. Mais delta xn de E, c'est 1, parce que xn appartient à E. E, c'est l'ensemble, le plus grand ensemble, bien sûr. E, vous avez l'ensemble mesurable ici, c'est EB. Donc, delta xn de E, c'est 1. Donc, on obtient sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n carré, qui est la somme d'une série convergente. Donc, c'est fini. Donc, mu de E est fini. Donc, si on montre qu'il est sigma additif, mu sera une mesure positive bornée, bien sûr. Ou fini, bien sûr. Donc, montrons qu'il est sigma additif. Soit à M, bon, j'ai pris l'indice M ici parce que dans cette somme, j'ai l'indice N. OK? Donc, attention, confusion. Soit à M, une suite disjointe dans B. Montrons que mu de la réunion, c'est la somme des mu de AM. OK? Donc, mu de la réunion, c'est sigma, par définition de mu, c'est sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n carré, delta xn de la réunion. Or, delta xn est une mesure. Et les AM sont disjoints 2 à 2. Donc, delta xn, c'est la somme ici. Delta xn de cette réunion, c'est la somme sur m, bien sûr. Donc, c'est sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n carré, sigma de m égale 1 à plus infini delta xn de am. Mais 1 sur n carré ne dépend pas de m, donc je peux le mettre à l'intérieur. Normalement, il est là, à l'extérieur. Mais je peux le mettre à l'intérieur parce qu'il ne dépend pas de... Parce que la variable dans cette somme, c'est m. Donc, n ne dépend pas de m, donc je peux le mettre à l'intérieur. OK, donc j'obtiens ceci. Car delta xn est une mesure positive sur B, et la suite am est une suite disjointe dans B, bien sûr. OK, donc j'obtiens une double somme que je peux permuter grâce au rappel. Ce qu'on a vu dans le rappel. Donc, je peux permuter la somme sur m avec la somme sur m. Donc, j'obtiens la somme sur m de m égale 1 plus infini, de la somme de n égale 1 plus infini, de 1 sur n carré, delta xn de am. Et ça, c'est exactement mu de am, le terme entre parenthèses. Hein? C'est mu de am. Je peux permuter, bien sûr, parce que la série est à terme positif. Voilà, xnm. xnm, c'est ça. xnm, c'est 1 sur n carré fois delta xn de am. C'est positif, bien sûr. Hein, appartient à R plus ici. Donc j'ai le droit de permuter grâce au rappel. Rappel numéro 2. Donc j'obtiens exactement sigma de m égale 1 plus infini de mu de AM grâce au rappel 2. Okay? Donc il est sigmatif, donc on a montré que mu est une mesure positive bornée, parce qu'on a montré que mu de E est fini. Question suivante. Où est-elle? Ça, c'était la question A. Question B, montrer que l'intégrale sur E effectuant une application de E vers R, une fonction mesurable.
vont montrer que l'intégrale de sa valeur absolue, qui existe toujours, parce que la valeur absolue, elle est mesurable positive. Okay, elle est mesurable positive. Donc, son intégrale existe et elle appartient à R bar plus. Montrons que cette intégrale, c'est exactement cette somme. OK. Bon, ici, on va appliquer la méthode standard. Là, f de E vers R, une fonction B mesurable. Bon, commençons par une fonction étagée positive. Bon, il suffit de le montrer pour f positive, parce qu'on veut le montrer pour la valeur absolue de f. Okay. Donc, si f est étagé positif, le coefficient alpha k sont supérieurs ou égal à 0, mesurable bien sûr, le coefficient alpha k sont positifs et les ak sont mesurables, alors on a l'intégrale sur E de f d mu par définition de l'intégrale d'une fonction étagée, c'est sigma de k égale 1 à m, alpha k mu de ak. Mais mu de ak, c'est cette somme. Non. C'est sigma de n égale 1 plus infini alpha k. Bon, le alpha k, je le mets à l'intérieur parce que alpha k, normalement, il est là. Hein? Mais alpha k ne dépend pas, l'indice k ne dépend pas de n. Ok, alpha k ne dépend pas de n, donc je peux le mettre à l'intérieur. Donc c'est sigma de k égale 1 à m, qui provient de là, de sigma de n égale 1 plus infini, qui provient de la définition de mu, de alpha k 1 sur n carré, 1 delta xn de ak. Donc là, j'ai double indice, k et n. Bon, j'appelle ça, ce produit-là, je l'appelle xkn. Il est bien positif. Donc la suite xkn, c'est une suite double de termes positif. Et j'ai une double somme ici. Sigma de k égale 1 à m et sigma de n égale 1 à m. Hein, d'une série double positive. Donc je peux permuter les deux sommes. Bon, même si la somme est finie ici, parce que il suffit de poser xkn égale 0 pour k strictement supérieur à m. On complète ici par 0. C'est-à-dire pour k strictement supérieur à m, je pose xkn égale 0. Et j'ai donc sigma de k égale 0 à plus infini, de sigma de n égale 1 plus infini. Donc je peux appliquer le rappel précédent, le rappel numéro 2, puisque la série double ici est à terme positif. OK? Donc je permute les deux sommes. J'ai le droit de permuter les deux sommes, j'obtiens ceci. Série à terme positif, voire rappel. Hein? Donc c'est sigma de n égale 1 à plus infini, et ça c'est exactement sigma de n égale 1 plus infini, 1 sur n carré, f de xn. Il suffit de factoriser par 1 sur n carré ici. Je le mets, il ne dépend pas de k, le 1 sur n carré, donc je le mets ici. Je factorise par 1 sur n carré. Donc il me reste sigma de k égale 1 à n, alpha k, qui a k de xn, c'est-à-dire exactement f de xn. Donc on obtient sigma de n égale 1 plus infini, 1 sur n carré, f de xn. Donc on obtient le résultat pour une fonction étagée mesurable positive. OK? Si maintenant f est positive, il faut se ramener aux fonctions étagées. Bon, pour se ramener aux fonctions étagées, bon, on a le théorème d'approximation, le fameux théorème d'approximation. Si f est positive, et il est déjà borélien, bien sûr, il est mesurable, pardon, il est p mesurable, alors il existe, d'après le théorème d'approximation, il existe une suite fm, une suite croissante de fonctions étagées b mesurables et positives qui convergent simplement vers f sur e, d'après le théorème d'approximation. Donc par suite, on a, d'après le théorème de Bepo-Levi, l'intégrale sur E de f d mu, d'après Bepo-Levi, c'est la limite quand m tend vers plus infini de l'intégrale sur E de fm. Parce que fm est une suite croissante de fonctions étagées mesurables positives. Mesurables positives. Donc on peut, et la suite est croissante, donc on peut appliquer Bepo-Levi ici, sans problème. Et puisque fm est croissante, cette suite est croissante, bien sûr. OK? Donc la limite ici, c'est une borne supérieure. On l'a vu en cours. Donc c'est la limite quand m tend vers plus infini, c'est sup sur m supérieur égal à 1 de l'intégrale sur E de fm. Donc on obtient sup sur m supérieur égal à 1 de sigma de n, parce que l'intégrale, puisque fm est une fonction étagée. Hein? Donc d'après le cas précédent, son intégrale, c'est sigma de n égale 1 plus infini, 1 sur n carré, fm de xn. OK? Et là, c'est une somme d'une série à terme positif ici. Tout est positif. OK? Tout est positif. Donc la somme ici, c'est le sup des sommes partielles. C'est la limite des sommes partielles, c'est le sup. C'est la borne supérieure des sommes partielles. Donc j'obtiens sup m supérieur égal à 1, sup sur k supérieur égal à 1 de la somme partielle. Sigma de n égale 1 à k, 1 sur n carré, fm de xn. OK? Parce que la série est à terme positif. Donc la somme, c'est la limite, c'est la borne supérieure aussi. Or, d'après le rappel 1, on peut permuter les deux bornes supérieures. Donc je peux permuter ici, d'après le rappel 1.
Donc, c'est sub sur K, sub sur M de la même somme. Voir rappel A. OK? Donc, c'est sub sur K ici, et sub sur M, c'est la limite, bien sûr. Hein? Parce que cette somme-là, en M, lorsque K est fixe, et N est fixe, bien sûr, hein, cette somme-là est croissante. Donc, la borne supérieure, c'est la limite. Regardez, car la suite, sigma de N égale 1. Pardon, N, j'ai dit N est fixe. N, c'est la variable ici, bien sûr. La variable de la somme. N, c'est la variable de la somme. OK? Donc, pour K fixé, cette suite-là en M. OK? Sigma de N égale 1 à K, 1 sur N carré, Fm de Xn, lorsque M supérieur est une suite croissante, parce que Fm est croissante. En M, bien sûr. Okay? Elle est croissante. Donc, cette suite-là est une suite croissante. OK? Donc, la limite, c'est la borne supérieure. Donc, la limite quand n tend vers plus infini, c'est la borne supérieure sur m supérieur ou égal à 1, grâce à la monotonie de cette suite-là en m, bien sûr. Et là, vous obtenez la limite d'une somme finie pour K fixé. Hein? Donc, c'est la somme des limites, puisque tous les termes sont positifs. Vous avez des suites à termes positifs. Donc, la limite de la somme, c'est la somme de la limite. On a déjà appliqué ce raisonnement. C'est la somme des limites. OK? Et la limite ici, c'est la limite en M ici, bien sûr. Donc, vous obtenez 1 sur n carré f de xn. Parce que fm converge simplement vers f. OK? Donc là, vous obtenez f de xn. Sub sur k. Donc, c'est sigma de n égale 1 plus l'infini, parce que c'est la sub des sommes partielles. C'est la borne supérieure des sommes partielles. Donc, c'est la limite. Donc, c'est sigma de k égale 1 plus l'infini, 1 sur n carré, f de xn. Donc, on obtient le résultat pour une fonction positive grâce au théorème d'approximation et au théorème de Lippo-Levi. Si f est quelconque, bon, on n'a plus que le résultat à valeur donc on n'a plus que le cas précédent à valeur absolue de f, tout simplement. Parce que valeur absolue de f est positive mesurable. OK, donc on a le résultat. Passons à la deuxième question. La deuxième question est une question simple, on l'a déjà vue. Qu'est-ce qu'elle dit la deuxième question? Montrer que si f est borné sur E, et si nu est une mesure bornée sur B, alors f est nu intégrable. Donc ça veut dire que f, si f est borné, il est intégrable par rapport à n'importe quelle mesure bornée sur E. OK? Donc on suppose que f est borné sur E, donc il existe m strictement positif tel que la valeur absolue de f est inférieure à E. Donc soit nu une mesure positive bornée sur B. Donc la fonction est bornée et la mesure est bornée. Alors on a l'intégrale sur E de la valeur absolue de f d nu est inférieure à l'intégrale sur E de m d nu, parce que la valeur absolue de f est inférieure à 1. Donc d'après le critère de comparaison, on a ceci. OK? Et ça c'est m nu de E. Comme nu est borné, donc ça c'est fini. M c'est un nombre positif, nu de E c'est un nombre positif, donc c'est fini. Donc ça, on a montré que l'intégrale de la valeur absolue de f d nu est finie, donc ça veut dire que f est nu intégrable. Donc vous voyez, c'est immédiat. C'est la troisième question. La troisième question. Voilà. On suppose que f n'est pas borné. Construire alors une mesure positive bornée, mu, définie sur B, telle que cette intégrale est infinie, c'est-à-dire telle que f n'est pas mu intégrable. Donc lorsque f est borné, elle est intégrable par rapport à n'importe quelle mesure bornée. Mais lorsque f n'est pas borné, il existe des mesures bornées par rapport auxquelles la fonction f n'est pas intégrable. C'est ce qu'on va établir. Donc on suppose f est une fonction quelconque, b mesurable. Donc on va supposer que f est une fonction, bon, elle est déjà une fonction b mesurable, donc on va supposer qu'elle n'est pas bornée. Et on va construire une mesure positive bornée mu, définie sur b, telle que l'intégrale de module de f, d mu égale plus l'infini. Donc on suppose que f n'est pas borné, f est quelconque. On sait déjà qu'il est b mesurable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f n'est pas borné? Donc ça veut dire que la valeur absolue de f n'est pas majorée. Donc qu'est-ce que ça veut dire valeur absolue de f n'est pas majorée? Ça signifie que quel que soit n appartient à n étoile, n n'est pas un majorant de valeur absolue de f.
n n'est pas un majorant de valeur absolue de f, ça veut dire qu'il existe xn appartient à E tel que valeur absolue de f de xn est supérieure à n, puisque n n'est pas un majorant de valeur absolue de f. Donc, il existe, pour tout n, il existe xn appartient à E tel que valeur absolue de f de xn est supérieure strictement à n. Donc, il existe une suite xn d'éléments de E tel que la valeur absolue de xn est supérieure strictement à n, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Ça provient de ça, directement, parce que f n'est pas borné. On applique la définition. F n'est pas borné. Donc, ça veut dire que valeur absolue de f n'est pas majorée. Hein? Donc, je considère la mesure qu'on a étudiée. On considère ici la mesure qu'on a étudiée dans la question 1, soit mu de sigma de n égale 1 plus 1. Il faut penser à cette mesure, parce que dans la question 1, c'est ça le but de la question 1. Dans la question 1, on a montré que cette fonction-là, cette application est une mesure positive bornée. Et nous, on cherche une mesure positive bornée par rapport à laquelle la fonction f n'est pas intégrale. Donc, il faut penser à cette mesure. Donc, soit mu égale sigma de n égale 1 plus infini, 1 sur n carré delta xn. Ok. Bon, on a déjà vu que mu est une mesure positive bornée sur b. Bon, on peut remplacer 1 sur n carré par 1 sur 2 à la puissance n, par exemple, ou par alpha n avec sigma alpha n est une série à terme positif convergente. Ok. Bien sûr. Vous avez une infinité de choix. Donc, alors, mu est une mesure positive bornée sur B d'après 1A. D'autre part, on a d'après 1B, qu'est-ce qu'elle dit 1B? 1B, il dit que l'intégrale de module de f, la valeur absolue de f de mu, c'est cette somme-là. OK? D'autre part, on a d'après 1B, l'intégrale sur E de valeur absolue de f de mu égale sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n carré, valeur absolue de f de xn. Or, valeur absolue de f de xn est strictement supérieure à n. Donc, cette somme-là est supérieure ou égale, strictement supérieure, sigma de n égale 1 plus infini 1 sur n carré fois n. C'est-à-dire, il est supérieur ou égal à sigma de 1 sur n. De n égale 1 plus infini, qui vaut plus infini. Donc, on a montré que l'intégrale de la valeur absolue de f est infinie. Donc, f n'est pas lambda intégrable. Quatrième question. Conclure. Bon, dans la deuxième question, on a montré que si f est borné, alors il est lambda intégrable par rapport à... Alors, il est nu intégrable par rapport à... Il est intégrable par rapport à n'importe quelle mesure bornée sur B. Si f est borné, alors il est intégrable par rapport à n'importe quelle mesure positive bornée sur B. Dans la question 3, on a montré que si f n'est pas borné, il existe une mesure positive bornée, mu, par rapport à laquelle f n'est pas intégrable. Considérons la contraposée ici. Parce qu'ici, on a montré que f n'est pas borné, implique qu'il existe une mesure positive bornée par rapport à laquelle f n'est pas intégrable. Donc, la réciproque. Pour la réciproque, c'est la contraposée. La contraposée, ça veut dire que il existe, donc pour toute mesure, il existe, donc la négation ici, ça veut dire que pour toute mesure bornée, positive, hein, la fonction f est bornée. Donc on a établi l'équivalence suivante, tout simplement. On a montré que f est borné sur E seulement si f est intégrable par rapport à toute mesure positive bornée sur B. L'implication directe a été établie dans la question 2 et l'implication réciproque, c'est la contraposée de la question 3. Okay? Donc on obtient ce résultat. Bon, on va passer, voilà donc pour l'exercice 9, on va passer à l'exercice 10. Soit l'espace mesuré RBR lambda, où lambda désigne la mesure de Borel sur R. Soit B un borélien borné de R. Montrer qu'il existe une suite décroissante Vn d'ouvert de R, telle que lambda de Vn est fini, quel que soit n. B est inclus dans l'intersection des Vn, ça veut dire que B est inclus dans chaque Vn. Et lambda de B, c'est lambda de l'intersection des Vn. Montrer que les ouverts Vn peuvent être choisis bornés dans R.
On veut passer d'un borélien, regardez, soit B un borélien borné. Pour passer à des ouverts, il faut passer à la régularité de la mesure lambda. On n'avait pas le choix. Hein, parce que comment passer d'un borélien aux ouverts, c'est la régularité de la mesure lambda. Comme lambda de B est fini, B est un borélien de mesure finie, puisqu'il est borné, donc lambda de B est fini, et lambda est régulière, alors pour tout n, il existe un ouvert ON de R tel que B est inclus dans ON et lambda de ON moins B est inférieur ou égal à 1 sur N, par exemple. Ok? C'est la régularité de lambda par rapport à la classe des ouverts. On n'a pas besoin de la régularité par rapport à la classe des compacts ici. Donc, pour chaque n supérieur ou égal à 1, il existe un ouvert ON de R tel que B est inclus dans ON et lambda de ON moins B est inférieur ou égal à 1 sur N. Donc, puisque B, donc il existe une suite ON d'ouvert de R, tel que B est inclus dans ON, et lambda de ON moins B est inférieur ou égal à 1 sur N, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Donc B, il est inclus dans l'intersection de ON, parce que B est contenu dans chaque ON. Et lambda de ON, puisque B est inclus dans ON, donc lambda de ON, c'est lambda de B plus lambda de ON moins B. Lambda de B est fini. Et lambda de ON moins B est fini. Donc lambda de ON est fini. Donc B est inclus dans l'intersection des ON et lambda de ON est fini, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Okay. Mais nous, on veut une suite décroissante. Regardez la question. Hein. Montrer qu'il existe une suite décroissante Vn d'ouvert de R telle que ceci. Okay. La suite doit être décroissante. Donc, la régularité nous donne une suite quelconque. Hein. Donc, on peut passer à une suite décroissante en posant Vn égale l'intersection de k égale 1 à n au k, quel que soit n supérieur ou égal à 1. C'est un raisonnement qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Okay, c'est un raisonnement très fréquent en intégration, pour passer d'une suite quelconque à une suite décroissante. Alors, Vn est une suite décroissante d'ouvert de R, parce qu'une intersection finie d'ouvert est un ouvert, tel que lambda de Vn est fini. Parce que lambda de Vn, il est contenu dans ON. Il est contenu dans OK, quel que soit K appartenant à un N. Donc, en particulier, Vn, il est inclus dans ON. Donc, lambda de Vn est inférieur à lambda de ON qui est fini, quel que soit N. D'où la propriété I. De plus, B est inclus dans l'intersection des ON. Et l'intersection des ON, c'est exactement l'intersection des Vn. Donc, B, il est inclus dans l'intersection des Vn. D'où 2I. D'autre part, on a 0 inférieur ou égal à lambda de Vn moins lambda de B. OK? Et lambda de Vn moins lambda de B, c'est lambda de Vn moins B. Okay? Parce que B est inclus dans Vn et lambda de B est fini. Okay? B il est inclus dans Vn et lambda de B, le plus petit, sa mesure est finie. Donc lambda de Vn moins B, d'après un résultat de chapitre 3, lambda de Vn moins B, c'est lambda de Vn moins lambda de B. Donc vous avez ceci. Et lambda de Vn moins B est inférieur ou égal à lambda de On moins B, puisque lambda est une mesure positive, donc il est monotone. Et vous avez Vn est inclus dans On. Donc Vn moins B est inclus dans On moins B. Donc lambda de Vn moins B est inférieur ou égal à lambda de On moins B, parce que lambda est monotone. Et on a lambda de On moins B est inférieur ou égal à 1 sur N, d'après le choix de l'ouvert On, quel que soit N supérieur ou égal à 1. Donc on obtient alors, puisque c'est inférieur ou égal à 1 sur n, quel que soit n, d'après la règle d'encadrement, donc la limite quand n tend vers plus infini de lambda de Vn, c'est lambda de V, c'est lambda de B. Donc lambda de B, c'est la limite quand n tend vers plus infini de lambda de Vn. Mais d'après le théorème de continuité inférieure, une mesure positive, ça c'est lambda de l'intersection. Parce que Vn est une suite décroissante. Hein? C'est une suite décroissante. Et lambda de V1 est fini. Hein? Parce que tous les Vn sont de mesure finie. Donc, en particulier, lambda de V1 est fini. Donc, on peut appliquer le théorème de la continuité. Voilà, on peut appliquer la propriété de la continuité supérieure. Suite décroissante, pardon. D'où la propriété 3i. Voilà. Merci pour votre attention. Salam alaikum.